Apparemment, on est mieux armé pour dévier les astéroïdes que pour effectivement freiner le réchauffement climatique. Souvent, les gens pensent que le système solaire va jusqu'à Pluton, ou en fait, le système solaire est 1000 fois plus étendu que cela par son influence gravitationnelle. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder des thèmes comme la forme de l'univers, mieux comprendre l'espace-temps et la manière dont il se déforme. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Pierre Luminet. Bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour Christophe. Je suis très content de pouvoir vous avoir sur le plateau. Vous avez travaillé sur beaucoup de choses, notamment sur les trous noirs, mais aujourd'hui, on va pouvoir aborder un autre thème, celui des objets insolites dans l'univers. Parce qu'en fait, il y a une actu que je pense beaucoup de personnes ont vu passer, c'est un astéroïde qui s'appelle Apophis, qui est censé arriver pas très loin de la Terre dans pas longtemps, qu'on normalement on va pouvoir étudier. Est-ce qu'il y a un risque que cet astéroïde tombe sur Terre ou pas vraiment? Alors très généralement, comme vous le savez, les astéroïdes sont ces corps célestes qui gravitent essentiellement entre les orbites de Mars et de Jupiter, que l'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. On pense que ce sont en fait des vestiges du système solaire primitif, des corps qui n'ont pas réussi à s'agglomérer pour former des planètes, puisque donc on pense que les planètes se sont formées par agglomération progressive de ces petits corps qu'on appelle des planétésimales. Et alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de lacune orbitale entre les orbites de Mars et de Jupiter, qui sont très largement séparées entre elles, et c'est occupé par cette ceinture principale d'astéroïdes. Ce sont probablement en fait des phénomènes complexes, notamment des perturbations gravitationnelles dues à la planète Jupiter. Voilà. Donc normalement, ces astéroïdes circulent tranquillement, va-t-on dire, dans cette ceinture principale, confinée entre les orbites de Mars et de Jupiter. Pour l'anecdote, je mentionne au passage que l'un d'entre eux, qui est le numéro 5523, qui a été découvert au Mont Palomar en 1991, porte mon nom. On m'a fait ce petit hommage à l'Union astronomique internationale, voilà, de baptiser cet astéroïde. Donc il y a ce disque en fait qui est composé de beaucoup d'astéroïdes, d'une planète qui s'est pas forcément formée à cause de l'influence de... C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a certains astéroïdes qui se décrochent en fait? Donc l'astéroïde 5153 fait partie de ces astéroïdes qui ne présentent strictement aucun danger pour la Terre, puisqu'ils restent fermement calés sur leur orbite. Ils représentent un intérêt peut-être pour le futur. C'est aussi un autre sujet. On commence également à parler de l'exploitation minière des astéroïdes, parce qu'effectivement, les astéroïdes sont pleins de ressources naturelles et des matières premières que l'on trouve également sur Terre, mais dans des proportions différentes. Et on commence à envisager, et ce n'est plus de la science-fiction, peut-être dans la deuxième moitié de ce siècle, de commencer à exploiter certains de ces astéroïdes-là. Maintenant, on va s'intéresser aux astéroïdes qui quittent la ceinture principale. Alors pourquoi? Eh bien parce que, une fois de plus, il y a des interactions gravitationnelles complexes. Vous imaginez un système de plusieurs millions de corps, dont parfois d'ailleurs certains rentrent en collision. D'ailleurs, la plupart des météorites qui tombent sur Terre, mais là je parle des petites météorites, sont des fragments d'astéroïdes qui sont rentrés en collision. On entend quoi par taille comme petite météorite? Oh, les petites météorites de quelques grammes ou quelques kilogrammes. Okay. Oui. Je ne parle pas des gros astéroïdes dont je vais justement, on va être amené à évoquer la menace. Et donc, il y a des perturbations gravitationnelles, également toujours dues également à la présence de Jupiter, planète massive, qui font que certains astéroïdes, finalement, quittent leur trajectoire de la ceinture principale, bien calée. Alors, il y en a qui migrent vers l'extérieur du système solaire. Il y a par exemple des astéroïdes assez fascinants qui sont allés au niveau de l'orbite de Jupiter et qui se sont installés sur deux points d'équilibre gravitationnel qu'on appelle des points de Lagrange gravitationnels et qui gardent une configuration fixe par rapport à Jupiter. Vu depuis la Terre, ça fait un angle de 60 degrés à l'avant, 60 degrés à l'arrière. Tout ça, c'est des calculs de résonance gravitationnelle tout à fait intéressants. On les appelle les Troyens et les Grecs. Voilà. Alors ça, bon, les astéroïdes qui ont migré vers l'extérieur. Maintenant, il y a les astéroïdes qui migrent vers l'intérieur. Alors, ils continuent évidemment à tourner autour du Soleil, mais selon des orbites, cette fois-ci, qui sont très excentriques, c'est-à-dire elliptiques. Et ces orbites elliptiques, elles croisent l'orbite de la Terre. Donc ces astéroïdes-là, on les appelle des géocroiseurs. Alors ceux-là sont a priori potentiellement dangereux puisqu'ils croisent l'orbite de la Terre.
Bien entendu. Actuellement, sur les millions d'astéroïdes qui sont recensés, il y a un catalogue d'environ à peu près 10 000 géocroiseurs. Ok. Bien. Mais évidemment, lorsqu'ils croisent l'orbite de la Terre, la Terre n'est pas là sur son orbite, évidemment. Donc le risque est assez faible. Ce risque est d'ailleurs mesuré par une échelle qui s'appelle l'échelle de Turin, du nom de la ville en fait où a été déterminé donc ces risques-là. Il y a une bonne vingtaine d'années, hein, parce que C'est assez ces récent. problèmes sont. Pourquoi c'est récent? Parce que c'est dans les années, je crois que c'était dans les années 1980, il y a eu, on a assisté, les astronomes ont assisté à la chute, alors non pas d'astéroïdes, mais de comètes dans l'atmosphère de Jupiter. C'était une comète qu'on avait appelée Shoemaker-Levy, et on a assisté au spectacle. Moi-même, je l'avais vu avec un petit télescope amateur, parce que c'était tellement spectaculaire que ça pouvait se voir même avec un télescope amateur. C'était une comète qui, sur son trajet vers le Soleil, avait été déviée de sa trajectoire par la gravité de Jupiter, s'était mise en orbite autour de Jupiter. Les forces de marée de Jupiter avaient brisé le noyau de la comète en 17 ou 18 morceaux de blocs de roche d'1 kilomètre à peu près chacun. Et après, les calculs gravitationnels montraient, on avait prévu la date où ces blocs allaient tomber les uns après les autres sur Jupiter, plongés dans l'atmosphère de Jupiter, parce que comme vous le savez, Jupiter est une planète gazeuse, mais c'était spectaculaire. Chaque plongeon de chaque bloc d'1 kilomètre équivalait à une sorte d'explosion incroyable. Et donc ça effectivement, ça susciter cette réflexion dans le milieu des astronomes qu'il y a effectivement des corps potentiellement dangereux. Et on a commencé donc à s'intéresser aux astéroïdes potentiellement dangereux. À cette époque-là, quand je dis l'astéroïde luminé 5523, il a été découvert en 1991. Et pourquoi aujourd'hui, donc c'est le numéro 5523 dans l'ordre de découverte? Le premier a été découvert en 1801, c'était le plus gros, il s'appelle Cérès, c'est une mini-planète, il fait 900 km. Voilà. En 1991, on en était à des astéroïdes de l'ordre de quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres. Bien, voilà. Eh bien, depuis aujourd'hui, pourquoi on en est à plusieurs dizaines de millions d'astéroïdes qui sont détectés aujourd'hui par des programmes de surveillance, y compris des astéroïdes d'à peine quelques mètres de diamètre? C'est parce que justement, on a pris conscience d'un danger potentiel et il y a eu une accélération extraordinaire dans les moyens observationnels de surveiller tous ces astéroïdes géocroiseurs. Alors j'en reviens maintenant à ces risques. Donc il y a une échelle de Turin qui est graduée de 0 à 10. Alors 10, c'est ce qu'on appelle le killer astéroïde, l'astéroïde tueur, qui serait capable de faire une extinction massive d'espèces à l'échelle de la planète. Comme vous le savez, la Terre a déjà connu ce genre de phénomène, très probablement déjà pour la dernière extinction massive en date, il y a 65 millions d'années, à l'époque donc de la disparition des dinosaures et plus généralement de 70% des espèces vivantes sur Terre, avec donc la découverte de cratères d'impact qu'on appelle le Chicxulub au fond du golfe du Mexique, et toutes les caractéristiques prédites par la théorie, les datations sont correctes. Et quand on remonte même plus profondément dans le passé plus lointain de la Terre, les géologues qui nous disent, et paléontologues qui nous disent qu'il y a eu 5 extinctions massives d'espèces au cours des 600 derniers millions d'années, c'est-à-dire l'époque où la vie est sortie des océans pour peupler la Terre, et après on peut étudier les cratères d'impact, eh bien, au moins sur 4 de ces événements, on a trouvé des cratères d'impact qui sont des candidats avec les bonnes datations, ce genre de choses. Donc il se pourrait que la majorité des extinctions massives d'espèces soient dues à des chocs astéroïdaux. Donc il faut prendre les choses effectivement au sérieux. Alors non plus, il ne faut pas paniquer, comme toujours, bien entendu. Ces événements avec des astéroïdes vraiment, des astéroïdes tueurs, quoi, 10 km de diamètre. Ouais. Hein, voilà, c'est la taille critique pour faire une catastrophe à l'échelle vraiment planétaire. Ces événements, les probabilités sont très faibles, hein, même moins d'un événement par 100 millions d'années. Hein, voilà. Mais donc on va s'intéresser évidemment aux astéroïdes de plus petite taille qui peuvent faire effectivement des dégâts considérables. Bien. Alors, dans cette échelle de Turin, dans l'histoire de cette échelle de Turin, il y a eu effectivement, alors on va revenir sur cet astéroïde Apophis que vous avez mentionné au début. Alors Apophis a été découvert, si je me souviens bien, en 2004, le jour de Noël d'ailleurs, je crois. Ouais.
Alors, il a été nommé du nom d'un dieu égyptien de la destruction, Apophis. Voilà, bien. Alors, pourquoi? Ben parce que la première étude du mouvement d'Apophis suggérait que en 2029, donc c'était donc une prédiction de 25 années à l'avance, hein, en 2029, il y avait un risque de collision avec la Terre qui était relativement important. Quand on dit relativement important, c'est 2-3%. Ça l'avait fait monter sur l'échelle de Turin, parce que tous les autres astéroïdes géocroiseurs qui étaient étudiés, ils étaient au niveau 0 de l'échelle de Turin. Ça veut dire qu'ils passaient... Parce qu'il faut dire que la définition d'un géocroiseur, c'est très très large. On appelle un géocroiseur un astéroïde qui va s'approcher à moins de 7 millions de kilomètres de la Terre. Donc ça laisse énormément de marge, 7 millions. Hein, bien entendu. C'est sûr qu'à l'échelle du grand univers, c'est un frôlement. Mais vu depuis la planète, évidemment, à 7 millions de kilomètres, il n'y a strictement aucun risque. Voilà. Donc, ils étaient tous à l'échelle 0 de l'échelle de Turin, aucun risque. Et donc, Apophis était monté à l'échelle numéro 2, pas plus. Voilà. Alors, Apophis, c'est un astéroïde qui fait, si ma mémoire est bonne, environ 300 à 400 mètres de diamètre. Donc, ce n'est pas un killer astéroïde, mais s'il tombe effectivement sur Terre, cela fait tout de même une catastrophe majeure, parce que ça peut détruire un pays entier, avec l'équivalent, une énergie dégagée équivalent à plusieurs centaines de milliers de bombes atomiques, ce genre de choses-là. Ça ne détruit pas la vie sur Terre, mais ça fait évidemment des dégâts absolument considérable. Et donc, c'est l'époque où on a commencé d'ailleurs à mettre en œuvre, j'en parlerai plus tard, des méthodes de déviation possibles d'astéroïdes. Alors, pour en revenir justement à cette évaluation des risques, il faut calculer la trajectoire. Donc, au mois de Noël 2004, on découvre cet astéroïde, on se dit, oh là là, en 2029, il y a un risque important, etc. Est-ce qu'il faut s'y préparer et puis après, donc, il y a d'autres mesures qui sont faites. Et souvent, d'ailleurs, on retrouve un astéroïde que l'on croit avoir découvert, on le retrouve parfois sur des plaques photographiques plus anciennes, où on n'avait pas repéré que c'était cet astéroïde-là. Et donc, ça permet d'avoir au fil du temps des points de trajectoire et d'affiner la trajectoire. Et assez rapidement, on a compris qu'en fait, Apophis, en 2029, c'est au mois d'avril 2029, allait passer à 32 000 km de la Terre. Ce qui est assez près. Alors c'est près. Le risque de collision est nul, parce que là, la précision, elle est précision est très très grande. Mais ça passe au niveau des orbites de satellites géostationnaires, qui sont à 36 000 km. Hein. Donc c'est assez près. Donc pas de risque, mais une opportunité intéressante de l'étudier de près, et peut-être justement de mettre en œuvre des scénarios pour de futurs astéroïdes qui, eux, seraient vraiment potentiellement, enfin plus que dangereux, des scénarios, par exemple, de déviation. Alors, toujours pour finir sur Apophis, simplement, quand il va passer donc, au mois d'avril 2029, il va passer dans une petite fenêtre et il va évidemment être légèrement dévié par la gravité terrestre. Et les calculs ont montré que lors d'un de ces passages suivants, si je me souviens bien, ce serait en 2032, si l'astéroïde passe par un petit trou de serrure, en 100 mètres, eh bien, la déviation pourrait en 2032 lui donner une trajectoire de collision avec la Terre. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'on étudie ces astéroïdes. Mais en fait, à chaque fois que l'on affine les calculs de trajectoire, finalement, on s'aperçoit que les risques diminuent. Donc actuellement, Apophis, il est retombé à l'échelle 0 de l'échelle de Turin. Ce qui est intéressant aussi avec Apophis, c'est que justement, pour son passage de 2029, il va être étudié de près par une sonde spatiale. C'est une sonde américaine, c'est une belle mission qui s'appelait Osiris-Rex, qui est une sonde spatiale qui est allée étudier d'abord un autre astéroïde très intéressant qui s'appelle Bennu, qui est aussi à peu près, qui fait aussi 300 à 400 mètres de diamètre, pour en faire des prélèvements d'échantillons. Et donc il y a eu une mission de retour d'échantillons. La sonde Osiris-Rex est allée récolter quelques dizaines de grammes, je crois, de l'astéroïde Bennu,
qui ont été récupérés et qui sont étudiés aujourd'hui au laboratoire, parce que les astéroïdes, c'est aussi un peu la mémoire vierge du système solaire primitif. Donc en étudiant la composition des astéroïdes, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a des éléments organiques, etc., on en déduit beaucoup de choses sur les possibilités la chimie, disons, du système solaire primitif. Et donc la mission Osiris-Rex, une fois qu'elle a donné les échantillons de l'astéroïde Bonny, est repartie, a été reprogrammée pour aller visiter... l'astéroïde qui va passer. Oui. D'accord. Voilà, pour aller visiter Apophis. Voilà. Mais alors, dans l'actualité, en ce moment, on parle aussi d'un autre astéroïde qui, lui, vient juste d'être découvert. Il s'appelle 2024, puis un petit nom de code que j'ai oublié. Donc, il vient d'être récemment découvert. Il n'est pas aussi gros, hein, mais il fait quand même quelques dizaines de mètres de diamètre, je pense. Voilà. Et lui, dans l'histoire, sur les premières estimations de trajectoire, et c'était leur risque de collision ou de frôlement, c'était aussi dans ce même parage 2028-2029, je ne sais plus très bien, mais le risque de collision est monté il est monté sur l'échelle de Turin à un niveau jamais atteint. Voilà. Donc, effectivement, au début, on en a beaucoup parlé, il y a eu plein de sur Internet, il y a plein de choses comme ça. On aime bien un petit peu de panique. Ça fait des clics. Ça fait toujours vendre. Ça fait vendre, ça fait des clics, etc. Voilà. Donc, évidemment, il est étudié de près. Bon, alors, évidemment, les agences disaient ne paniquez pas, on va le réétudier, on va avoir d'autres données. Et effectivement, c'est hier soir. J'ai lu un communiqué de presse sorti donc des personnes qui étudient ça, et notamment mon collègue Patrick Michel, qui est le grand spécialiste français des astéroïdes. Et donc, ils ont recalculé la probabilité. Elle est tombée à 0,004%. Donc, il est retombé à l'échelle de 0. En revanche, l'astéroïde, ce petit astéroïde, pourrait frapper la Lune. Alors ça peut être intéressant aussi d'étudier ce genre d'événements qui ne posent pas de problème pour la sécurité terrestre. Tout ça pour dire que depuis donc 20 ans maintenant, que l'on a bien conscience qu'il existe des astéroïdes géocroiseurs potentiellement dangereux, même si les degrés de risque sont faibles à court terme, c'est-à-dire à l'échelle du siècle, on ne peut pas préjuger sur le siècle futur. Ouais. Les calculs de trajectoire d'astéroïdes ont un horizon de prédictabilité, parce qu'il y a aussi toujours un petit peu de chaos orbital. Donc vous ne pouvez pas être certain, quand vous calculez une trajectoire d'astéroïde qui va revenir périodiquement, que tout va être exactement toujours de la même manière. Donc on se dit, un jour ou l'autre, il se pourrait qu'il y ait un astéroïde qui soit réellement menaçant. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est comme ça que depuis donc, plusieurs années, il y a tout un ensemble de scénarios qui ont été imaginés pour se prémunir d'astéroïdes qui seraient vraiment dangereux. Alors évidemment, il y a les science-fiction, les films comme Armageddon, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, on voit Bruce Willis, le héros qui va sauver l'humanité pour poser une charge nucléaire sur l'astéroïde dangereux. C'est pas la bonne solution, parce que, bon, mis à part que c'est un peu compliqué d'envoyer quelqu'un là-bas, mais enfin, une charge nucléaire briserait l'astéroïde en plusieurs morceaux qui pourraient tomber aussi sur Terre. Donc, c'est pas. On multiplie le problème, en fait. Donc, c'est pas le scénario, c'est peut-être le plus spectaculaire pour faire un film d'Hollywood, mais c'est pas le plus pertinent. Alors, aujourd'hui, on étudie plusieurs scénarios. Alors, je parle d'ailleurs de ces scénarios dans un livre que j'ai publié maintenant il y a un peu plus de 10 ans, qui s'appelle Astéroïdes, la Terre en danger. Je l'ai publié en 2012. Alors, il y a des scénarios assez pittoresques. L'un d'entre eux, dont on reparle un petit peu aujourd'hui, s'appelle l'effet Yarkovsky. Alors, c'est quoi? Alors, Yarkovsky, c'est un savant russe qui avait dit, si on changeait la couleur d'un astéroïde, la couleur d'un astéroïde, la couleur de surface d'un astéroïde, on va modifier sa capacité à réfléchir les rayons du Soleil. On a une quantité astronomique qui s'appelle l'albédo, qui représente effectivement la fraction absorbée et rémise. Donc, chez les astéroïdes, ils reçoivent évidemment la lumière du Soleil. La lumière du Soleil exerce une certaine pression de radiation. Voilà. Et selon qu'elle est plus ou moins réfléchie, par exemple, un corps noir, il absorbe complètement, un corps blanc, il réfléchit une grande partie. Ouais. Et donc, l'action de la pression de radiation n'est pas la même selon la couleur. Hein? Okay. Alors, on se dit maintenant, on va prendre un astéroïde,
et on va changer sa couleur. Ça s'appelle l'effet Yarkovsky. On va le peindre. Alors évidemment, le peindre. Non, non, non. Il y a eu des scénarios, enfin, des études qui ont été faites, en tout cas sur le papier, où par exemple on allait transformer un astéroïde plutôt sombre en général, on allait le blanchir en déversant dessus des quantités de tonnes de talc, par exemple, par un vaisseau spatial. Et comme ça, on fait un calcul et on dévie la trajectoire de l'astéroïde. Bon, ça reste quand même assez exotique, assez amusant. Bon, les scénarios les plus sérieux, donc il y en a deux. Il y a le scénario de la déviation. Alors, les deux scénarios sont des scénarios de déviation et pas de destruction, de déviation de trajectoire. Donc, il faut s'y prendre assez à l'avance tout de même. Il y a deux façons de dévier notre trajectoire. Soit on fait exploser dans les parages une charge nucléaire, mais pas directement, pas pour le détruire, mais simplement c'est le souffle de l'explosion qui va légèrement dévier l'astéroïde. Un autre scénario, non, en fait, je vous ai dit qu'il y en avait deux, mais en fait, il y en a trois. Un autre scénario consiste à mettre, ça s'appelle le remorquage gravitationnel. Ça consisterait à mettre en orbite autour d'un astéroïde un vaisseau spatial. Et la simple masse du vaisseau spatial, il ne faut pas qu'elle soit trop petite par rapport à la masse de l'astéroïde, hein, en tournant autour, simplement, créer une légère déviation de la trajectoire. Voilà. Alors, évidemment, il faudra un vaisseau spatial d'une masse suffisante. On ne saurait pas le faire. Un astéroïde de 10 km, il est trop massif, on ne serait pas capable. Voilà. Donc, en fait, le troisième scénario, et c'est celui qui a commencé à être étudié, c'est le scénario de la percussion. Le scénario de la percussion, c'est-à-dire on envoie un engin spatial qui va aller percuter l'astéroïde. Et ça a déjà été fait dans des missions spatiales. Il y a une mission américaine qui s'appelle DART, qui signifie en anglais, c'est un terme, alors c'est l'acronyme de Deviation Asteroidal, je ne sais plus quoi, etc., mais ça veut dire fléchette aussi, hein, genre en anglais, comme si on tirait une fléchette sur une cible. Donc la mission DART est allée percuter un tout petit astéroïde, qui n'était pas un géocroiseur, c'est simplement des tests hein, pour étudier la faisabilité de ce genre de choses. Un tout petit astéroïde qui s'appelait Didymos, je crois, qui faisait 50 mètres de diamètre. Donc ils ont envoyé un percuteur et le résultat a été effectivement supérieur aux attentes, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu une déviation. Alors au début la déviation est très petite, mais il suffit de dévier un petit peu très légèrement pour qu'après à la longue vraiment la trajectoire soit réellement déviée. Donc c'est un scénario qui semble assez bien marcher. Et donc on se demande si justement on ne va pas tester sur d'autres astéroïdes géocroiseurs non vraiment dangereux, mais qui vont passer au niveau de l'orbite de la Lune, ce genre de choses, si on ne va pas tester davantage ce genre de scénario de percussion. Donc voilà un petit peu toute cette histoire, assez fascinante, je dois dire, hein, sur ces astéroïdes, là, qui sont... Alors le côté positif, je répète, c'est peut-être l'exploitation minière des astéroïdes dans le futur. Puis effectivement, le côté un peu plus inquiétant, ce sont ces astéroïdes, voilà, potentiellement dangereux. C'est quand même assez aussi intéressant de voir que sur ces objets qui pourraient faire des catastrophes à l'échelle planétaire bien plus grandes que celles dont on nous rebat les oreilles avec le réchauffement climatique, etc., qui sont effectivement des problèmes à court terme, apparemment, on est mieux armé pour dévier les astéroïdes que pour effectivement freiner le réchauffement climatique. Voilà. Mais je dois aussi mentionner, parce que je le mentionne sur l'un de mes ouvrages qui va paraître là, sur quelques corps célestes insolites, il y a des astéroïdes que l'on ne détecte qu'après leur passage. Ok. Pourquoi ? Parce qu'il y a des astéroïdes qui ont des orbites particulières qui sont... ils tournent toujours autour du Soleil, mais ils tournent très près du Soleil et ils remontent à peine jusqu'à l'orbite de la Terre. Donc c'est des astéroïdes dont les orbites sont carrément intérieures à celles de la Terre. Et comme ils sont dans la direction du Soleil, on ne les voit pas. Et récemment, il y en a eu deux. On en a découvert deux. Alors, ils n'étaient pas très gros, hein. Ils faisaient quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Hein. Bon, ça ne ferait pas des dégâts considérables, c'est ça. Hein. Mais il y en a deux dont on s'est aperçu qu'ils étaient passés, et on s'en est aperçu 2 jours après leur passage. Et ils font partie de ces astéroïdes qui sont effectivement un petit peu cachés par la lumière du Soleil. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des astéroïdes plus gros,
qui soient de cette nature-là, et que des perturbations gravitationnelles, certains les fassent remonter au niveau de l'orbite terrestre. Voilà. Sans qu'on s'en aperçoive longtemps en avance. Voilà. Et donc, une fois qu'on a pris conscience de ce problème potentiel, on commence à mettre en œuvre également d'autres moyens d'observation pour détecter ces astéroïdes-là plus particuliers. Donc là, on a beaucoup parlé des astéroïdes, mais il y a d'autres corps aussi que je trouve assez intrigants. Je pense notamment aux comètes, qui apparemment, pour beaucoup d'entre elles, ne viennent pas de notre système solaire. Donc c'est qu'elles viendraient d'autres endroits? Alors, grande question, les comètes sont en fait les objets les plus nombreux de notre système solaire. Ce sont un petit peu les vestiges de la nébuleuse présolaire, dont la partie interne s'est effondrée il y a 4,5 milliards d'années pour former le Soleil et les planètes. Et donc la mémoire de ça, on appelle ça le nuage de Oort. Le nuage du nom d'un astrophysicien hollandais qui en a imaginé l'existence. C'est une sorte de vaste halo sphérique qui représente en fait l'essentiel de ce qu'on appelle le système solaire gravitationnel, c'est-à-dire l'ensemble de tous les corps qui sont liés à la gravité du Soleil, et c'est très très vaste, c'est beaucoup plus grand que le système solaire interne, parce que souvent les gens pensent que le système solaire, il va jusqu'à Pluton ou à quelques planètes, etc. En fait, le système solaire est 1000 fois plus étendu que cela par son influence gravitationnelle. Hein. D'accord. Voilà. Et donc tout ça, c'est un ensemble de corps, de millions de corps, dizaines de millions de corps, tout petits cette fois-ci. Il faut dire que les noyaux de comètes potentiels ne font que quelques kilomètres au maximum. Et c'est quoi? Ce sont des amalgames de glace, de différents corps, de différents gaz congelés, dont beaucoup de glace d'eau, avec des poussières cosmiques, des graviers, ce genre de choses, c'est-à-dire des vestiges de la nébuleuse présolaire. Alors tous ces corps gravitent normalement extrêmement loin du Soleil, mais de temps en temps, et à nouveau, des perturbations gravitationnelles leur font quitter leur trajectoire lointaine et elles foncent en direction du Soleil. Et c'est là où se transforme en comète, parce que évidemment, loin, ce ne sont pas des comètes. Ce qu'on appelle une comète, c'est quand on voit une belle chevelure. Et pourquoi il y a une belle chevelure? Parce qu'à l'approche du Soleil, elle s'échauffe et il y a les gaz volatiles qui commencent à se dégager, puis il y a des poussières, et on a donc c'est magnifique. Ce sont les objets célestes les plus spectaculaires finalement, ouais. Quand on les voit passer. On a ces chevelures magnifiques. Enfin, une double queue, il y a une queue de gaz et une queue de poussière. Voilà, donc ce sont les comètes. Alors les comètes, elles sont connues depuis la mémoire de l'humanité, mais pendant très longtemps, on ne savait pas du tout ce que c'était, on s'inquiétait parce qu'elles arrivaient de façon inopinée dans le système solaire. Elles étaient interprétées souvent comme des présages, soit des avertissements ou des présages favorables, ce genre de choses. Donc ce n'est qu'au XVIIIe, XIXe siècle qu'on a commencé à comprendre d'abord les trajectoires des comètes, et puis après la nature des comètes. Les comètes ont joué un rôle très important dans l'histoire de l'astronomie, notamment pour le calcul des trajectoires, puisque ça a été l'un des triomphes de la théorie de l'attraction universelle de Newton, que Newton propose donc dans ses Principia en 1687, que d'étudier, donc de montrer que les comètes sont des corps célestes comme les planètes soumises à la gravité du Soleil, donc elles suivent les lois de la gravitation universelle, et on va donc pouvoir en calculer les trajectoires, qui, contrairement à celles des planètes, sont des trajectoires souvent très excentriques, c'est-à-dire très elliptiques, alors que les trajectoires des planètes, qui sont des ellipses, mais des ellipses en général assez proches du cercle. Voilà. Et ce qui a fait, c'est un petit rappel historique, l'un des collaborateurs des contemporains en tout cas de Newton, c'est Edmund Halley, et Edmund Halley avait étudié les comètes, et il avait notamment repéré que l'une d'entre elles, en analysant les archives historiques, semblait revenir tous les 76 ans, et c'est lui qui est le premier à dire, mais c'est la même qui revient. Et après, il a fait un calcul de trajectoire utilisant cette fois-ci les lois de Newton pour dire que la comète va repasser dans les parages de la Terre en 1758, à l'époque où il serait mort depuis longtemps. Il a fait cette prédiction extraordinaire, et ça a été, il y a eu tout un ensemble d'observations. Et la comète est bel et bien, la comète de Halley, qui est appelée maintenant la comète de Halley, elle est bel et bien revenue. Donc voilà, donc ce sont les comètes. Et les comètes sont... alors, on peut se dire, il peut y avoir des trajectoires de collision entre les comètes et la Terre. C'est pas fréquent. Non, c'est très peu fréquent. Mais d'une certaine manière, il y a beaucoup d'interactions entre les comètes et la Terre, à travers, devinez quoi? Les étoiles filantes.
ce qu'on appelle les étoiles filantes. Ce sont des grains abandonnés par les comètes lors de leur passage près du Soleil, qui restent donc dans leur sillage, c'est-à-dire le long de la trajectoire. Et il y a des orbites de comètes qui croisent l'orbite de la Terre. Et la Terre, chaque année, traverse ce qu'on appelle des essaims météoritiques, c'est-à-dire ces milliers de grains de poussière laissés par la comète. Et ce qu'on appelle les étoiles filantes, c'est tout simplement cette interaction des grains cométaires dans les hautes couches de l'atmosphère terrestre, où c'est chauffé à 1200 degrés, ça ionise les molécules de l'air. Et donc on a cette petite traînée lumineuse qui explique également les pluies d'étoiles filantes qui arrivent, qui sont périodiques, parce que c'est la Terre chaque année, elle traverse à période fixe des trajectoires de comètes. Voilà. Donc il y a quand même une interaction. Alors maintenant, pour en revenir au début de votre question, là je parlais des comètes du système solaire. Et pendant très longtemps, ça c'est une découverte de ces dernières années très très intéressante, on pensait que toutes les comètes, et des astéroïdes d'ailleurs également, venaient du système solaire. Qu'est-ce qu'on observe il y a quelques années? On observe un objet, alors tout d'abord ce n'est pas une comète, c'est un astéroïde qui s'appelle Oumuamua. Donc il traverse le système solaire. L'étude de son orbite montre que c'est une orbite qu'on appelle en mécanique céleste de type hyperbolique, c'est-à-dire que c'est une orbite ouverte, elle n'est pas fermée, ce n'est pas une orbite elliptique. Ça veut dire qu'Oumuamua ne tourne pas autour du Soleil. Et si cette orbite est hyperbolique, ça veut dire qu'elle vient en dehors du système solaire. Ça a été le premier objet extrasolaire traversant le système solaire. On a beaucoup glosé sur cette histoire, notamment l'un de mes collègues américains, qui s'appelle Avi Loeb, avait émis une hypothèse un peu extravagante sur la nature de cet objet. Il a dit que c'était peut-être un vaisseau spatial extraterrestre. Ouais. Bien, parce que la forme semble étrange, c'est la forme très oblongue, la forme d'un cigare, ou quelque chose comme ça. Bon, donc évidemment, il y a une interprétation plus naturelle, c'est que donc c'est effectivement un premier objet d'origine effectivement extrasolaire. Et maintenant, pour en revenir aux comètes, eh bien, l'année d'après, la première comète extrasolaire a été découverte par un astronome russe qui s'appelle Borisov, donc elle a été appelée la comète Borisov. Et voilà, et donc c'est également une comète qui vient des profondeurs de l'espace interstellaire. On essaie de déterminer après d'où elles peuvent venir, de quel système stellaire voisin elles peuvent venir. Donc, c'est un petit peu difficile, parce que les calculs mécaniques sont un petit peu compliqués. Mais voilà, donc il y a effectivement des comètes qui viennent d'autres systèmes solaires. Alors soit elles en ont été éjectées par certains processus, parce que dans le nuage de Oort, dont je parlais, qui était le réservoir principal des comètes dans un système solaire particulier, enfin le nôtre pour le nuage de Oort, les comètes qui sont vraiment situées à la périphérie, il faut bien voir que la moindre perturbation gravitationnelle, par exemple le passage d'une étoile proche à quelques années-lumière, peut perturber les régions externes du nuage de Oort, où le lien gravitationnel est extrêmement faible, et la comète peut se détacher et partir dans l'espace interplanétaire. Elle peut passer quelques millions d'années pour aller éventuellement traverser notre système solaire. Apparemment, c'est ce qui s'est passé pour Oumuamua, ou pour l'astéroïde Oumuamua, et pour la comète Borisov. Et ça, c'est vraiment une nouveauté vraiment intéressante, parce qu'on pensait que finalement, parce que à l'échelle, dans notre galaxie, au niveau de notre système solaire, vous savez que notre système solaire, il est placé relativement plutôt à la périphérie, dans le grand disque de la galaxie, et à ce niveau-là, les étoiles sont assez largement séparées les unes des autres. Pour donner des idées, choses extrêmement concrètes, de taille et de distance, plutôt que de parler de milliards de kilomètres, de millions de kilomètres, on est un petit peu perdu. Souvent dans mes conférences, j'utilise l'image où je prends une petite bille de 1 centimètre, et je disais ça représente la taille du Soleil, réduit à un facteur absolument extraordinaire. Donc
Donc à cette échelle, la Terre est à 1 mètre, elle a la taille d'un grain de sable. Le système solaire interne, c'est-à-dire allant jusqu'à Neptune et Pluton, ça va jusqu'à 30 mètres. Les sondes spatiales Voyager qui ont été lancées et dont on lit parfois dans les communiqués de presse de la NASA qu'elles sont en train de quitter le système solaire, toujours à cette échelle, elles sont à 100 mètres. Et en fait, j'explique souvent dans ma conférence qu'elles sont encore au cœur du système solaire gravitationnel. Elles ont quitté le système solaire électromagnétique, c'est-à-dire elles sortent du champ magnétique du ciel, mais elles restent dans le système solaire gravitationnel, parce que toujours à cette échelle, le nuage de Oort, il s'étendrait jusqu'à 100 km 100 km de la bille. D'accord, hein? Donc on voit l'extension. Maintenant, l'étoile la plus proche, qu'on connaît, hein, s'appelle Proxima du Centaure. À cette échelle, c'est une autre bille, elle serait à 500 km. 500 km. Donc ça veut dire que, alors Proxima du Centaure doit être aussi entouré de l'équivalent d'un nuage de Oort, probablement, mais vous voyez qu'à ces échelles-là, les nuages ne se mélangent pas. C'est pour ça que l'on pensait que les systèmes solaires à l'échelle, en tout cas, oui, sont relativement isolés. Hein, et c'est pour ça que ces découvertes sont très intéressantes. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas si isolé que ça, qu'il y a des objets qui se détachent de systèmes solaires. Ils ne sont pas trop lointains, ils sont à quelques années-lumière, pas plus évidemment, hein, voilà, et qui peuvent nous rendre visite. Et c'est formidable. Bon, on va étudier la composition chimique. Il y a peu de chances qu'elle soit très différente, parce que vous savez, la chimie est universelle, mais voilà, ça fait partie des découvertes de ces 10 dernières années qui sont particulièrement intéressantes. Alors, en parlant du coup de systèmes solaires voisins, là vous avez écrit un livre qui normalement devrait être sorti au moment de la sortie de cette vidéo, où vous parlez justement des astres étranges de l'univers. Et il y en a un qui m'a assez marqué, vous l'appelez la planète au diamant. Comment c'est possible d'avoir une planète diamantée Oui, alors dans ce livre que j'ai appelé Corps célestes insolites, qui est une sorte d'abécédaire de environ 150 corps que j'ai choisi, allant de la petite météorite jusqu'au superamas de galaxies avec tous les objets intermédiaires. Donc il y a il y a des exoplanètes, des trous noirs bizarres, tout un ensemble de choses. Voilà. Et puis il y a donc dans ces exoplanètes, il y en a une qui est dans la constellation du Cancer, donc elle a un nom de code officiel, Cancri, quelque chose comme ça. Voilà. Et on l'a appelée la planète au diamant parce que on pense que sa composition pourrait être formée de carbone cristallisé sous forme de diamant. Des rêves un petit peu. On ne va pas les exploiter, hein, ça c'est sûr. Hein. J'imagine. Bien entendu. Voilà. Mais dans tout ça, ça montre qu'il y a des phénomènes physiques et chimiques tout à fait étonnants qui se produisent dans des exoplanètes avec des conditions particulières dans des atmosphères. Et dans certaines de ces conditions particulières, il y a des particules de diamant qui pourraient effectivement se former dans l'atmosphère de certaines de ces exoplanètes. La plupart des exoplanètes ne ressemblent pas à la Terre. On a des super Jupiter, des super Neptune, tout un ensemble de choses. Il y a des super Jupiter qui sont des grosses planètes gazeuses qui gravitent très très près de leur étoile, contrairement à notre Jupiter qui est loin de notre Soleil. Et donc, à chaque fois que l'on étudie et découvre des exoplanètes et des systèmes d'exoplanètes, on s'aperçoit de l'extraordinaire diversité et de la richesse incroyable des exoplanètes. Avant que l'on découvre les exoplanètes, dont la découverte était attendue depuis longtemps, hein. C'est depuis l'époque de Kepler et de Galilée qu'on a commencé à comprendre que les étoiles étaient d'autres soleils et qu'il y avait une unité de la physique terrestre, de la physique céleste. Donc s'il y avait des planètes autour de notre Soleil, il devait y avoir des planètes autour des autres étoiles. Mais comme vous le savez, les moyens télescopiques ne permettaient pas de voir directement les planètes qui ne brillent pas par elles-mêmes autour d'étoiles lointaines. Et il a fallu attendre 1995 pour découvrir les premières planètes extrasolaires, Pégase 51b, par mes amis suisses Michel Mayor et son collaborateur. Voilà. Où on n'observe pas d'ailleurs les exoplanètes directement à cette époque-là, hein, mais par une méthode dite de la spectroscopie, où la planète qui gravite autour, que l'on ne voit pas, qui gravite autour de l'étoile, induit un petit mouvement de va-et-vient, une oscillation du mouvement de l'étoile autour d'une position d'équilibre. Et c'est accessible à la spectroscopie, où on voit un décalage, un va-et-vient des raies spectrales de l'étoile que l'on voit, et on en déduit qu'il y a un corps qui tourne autour, on en déduit la masse. C'est comme ça que la première exoplanète a été découverte. C'était
un super Jupiter. C'était une planète, pour que l'effet soit détectable sur l'étoile, il fallait qu'elle soit relativement massive. À partir de là, évidemment, il y a eu un engouement extraordinaire pour ça, et toutes les méthodes se sont affinées. Et aujourd'hui, on a des catalogues de plusieurs milliers d'exoplanètes. On commence aussi à les détecter par d'autres méthodes. Notamment, il y a la méthode du transit. On va passer une exoplanète devant le disque de l'étoile, et il y a une très légère baisse de luminosité, une sorte de mini-éclipse, si vous voulez. Et ça paraît extraordinaire, on a des moyens d'une sensibilité extraordinaire pour mesurer des baisses infinitésimales de la luminosité des étoiles et d'en déduire donc l'existence de planètes autour. Et puis on commence, pour certaines d'entre elles, à faire de la photométrie, à voir directement ces exoplanètes. Et donc il y a cette richesse extraordinaire de tous ces systèmes planétaires et qui ne ressemblent pas au système solaire. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important dans notre histoire. Tant qu'on avait un seul système solaire à notre disposition, qu'est-ce qu'on fait? On se dit les autres sont identiques. Ils doivent ressembler. Voilà, Ouais. c'est toujours voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une richesse incroyable, énormément de différences. Et ce qui va après poser beaucoup de questions, justement, sur les probabilités d'apparition de la vie dans l'univers, si les conditions de formation des systèmes planétaires qui sont très répandus, parce qu'on pense qu'effectivement, quasiment chaque étoile a un système planétaire. Donc on pense que dans l'univers, il y a une quantité de l'univers observable, il y a une quantité phénoménale. Rien que dans notre galaxie, il doit y avoir au moins autant de planètes que d'étoiles, c'est-à-dire au moins 100 milliards. Et puis on sait qu'il y a 1000 milliards de galaxies, donc ça fait 1 million de milliards de planètes. Alors 10 puissance 23, qu'on utilise les puissances de 10. Après, vous avez un argument... Alors, je change peut-être un peu de sujet, mais c'est peut-être une question que vous vouliez me poser à propos des grandes discussions que l'on a justement sur l'apparition de la vie ailleurs dans l'univers, les possibilités, les probabilités d'apparition de la vie. On parle beaucoup du paradoxe de Fermi. Est-ce qu'on peut peut-être détailler ce que c'est? Oui, justement. Alors, avant la découverte effective de la première exoplanète 95, les astronomes savaient qu'on finirait par les découvrir. Et donc, dans les années... Et donc, on commençait à se poser la question, y a-t-il des formes de vie extraterrestres sur ces exoplanètes? À commencer par des formes de vie... Alors non, les formes de vie normales, c'est la bactérie. Bon. Maintenant, on peut toujours rêver, grâce à la science-fiction notamment aussi, et puis en transposant, je ne sais pas, l'évolution darwinienne, si vous voulez, vous partez de souche initiale, la bactérie, puis après vous avez les mutations, puis la vie se diversifie, puis vous finissez par avoir des espèces relativement évoluées. Voilà. Alors on se dit pourquoi n'y aurait-il pas des civilisations technologiquement avancées? Et donc la question se posait déjà, elle s'est posée évidemment dans la science-fiction, à la fin du 19e siècle, les romans de Jules Verne, Herbert George Wells, les Martiens, tout un ensemble de choses. Bon, après, on a commencé à déchanter lorsqu'on a vu que Mars était... il ne pouvait pas y avoir de Martiens, mais en allant plus loin, sur les exoplanètes, il peut y avoir, pourquoi pas, des civilisations avancées. Voilà. Et comme vous le savez, il y a eu un programme qui s'est lancé dans les années 70 sous l'initiative du grand astronome américain Carl Sagan, un programme d'études des ondes radio en provenance du cosmos. On appelait ça le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, qui a monopolisé donc des grands radiotélescopes pour étudier dans certaines bandes de fréquences particulières, sur des longueurs d'onde radio particulières, où on sait que l'univers est transparent sur ces ondes de radio, étudier ces signaux radio pour voir s'il y en avait qui pouvaient être d'origine artificielle et non pas naturelle, avec des structures temporelles particulières. Voilà. Donc évidemment, si on avait découvert quelque chose, ça aurait été extraordinaire, mais bon, on n'a rien trouvé. Et justement, le grand physicien qui s'appelait Enrico Fermi, prix Nobel de physique 1938 pour ses travaux de physique nucléaire, plus tard, dans les années 50, en discutant comme ça avec des collègues sur justement cette idée de civilisation extraterrestre, il a émis ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Il a dit, mais bon, admettons qu'effectivement, il y a des civilisations avancées dans l'univers, tellement qu'il potentiellement il y a des planètes. Il ne faut pas oublier que la Terre, elle, s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, mais il peut y avoir des planètes qui se sont formées bien avant. Ouais. Donc si on reprend le schéma d'évolution du vivant sur Terre, qu'on le transpose sur ces planètes-là,
peut y avoir des civilisations extraordinairement avancées, très largement antérieures à notre petit niveau d'évolution technologique que nous avons aujourd'hui, qui ont découvert des moyens de voyager dans l'espace. Alors c'est aussi l'époque où on commence à parler d'hypothétiques ovnis, des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui viendraient nous rendre visite. Voilà. Et donc il a dit, si c'était si fréquent que ça, on aurait déjà été visité et on verrait des traces de cela. Et donc le paradoxe de Fermi, c'est celui-là. On ne voit rien, pas de traces objectives. Alors même si après il y a tout, les pyramides égyptiennes, ceci, cela, on a été visité par des... C'est pas complètement impossible. Hein. Moi je dis, quand j'étais adolescent, je m'abreuvais à ce genre aussi de bouquins. Bon, ça n'a pas décidé de ma vocation d'astrophysicien, mais on a le droit de rêver, on a même le devoir même de rêver, je dirais. Hein. Voilà. Donc effectivement, ça me faisait un petit peu rêver cette idée qu'on puisse effectivement avoir été visité, y compris dans le passé, des civilisations disparues, ce genre de choses. Bon, malheureusement, ça tient pas trop la route. C'est pas totalement exclu, je dirais, hein, mais ça tient pas trop la route. Voilà. Donc c'était ça le paradoxe de Fermi. Et finalement, il est compréhensible parce que ce n'est pas impossible qu'effectivement il y ait des civilisations extraterrestres avancées dans notre galaxie. Pas beaucoup, hein, voilà. Mais pour avoir une interaction directe, il faut une double coïncidence. Il faut d'abord une coïncidence spatiale, il ne faut pas qu'elle soit trop éloignée, hein, si c'est à l'autre bout de la galaxie à 100 000 années-lumière, comme ça. Mais il faut surtout une coïncidence temporelle incroyable pour que deux civilisations arrivent au même moment, proches l'une de l'autre spatialement, et arrivent au même moment temporel où elles arrivent à communiquer, c'est-à-dire à trouver un langage commun. Je veux dire, on aurait eu des extraterrestres qui nous auraient balancé des ondes radio au 19e siècle. On ne savait pas ce que c'était les ondes radio. Voilà. Ou dans les années 50, ils nous auraient balancé des ondes gravitationnelles, on ne savait pas les détecter, etc. Donc il faut parvenir exactement au même. Et ça, je veux dire, ça rend effectivement la probabilité d'une interaction de cette nature incroyablement improbable. Donc voilà, le paradoxe de Fermi n'exclut pas cette possibilité, mais ça le rend un petit peu logique. Hein. Mais si on prend aussi en compte l'idée de colonisation de l'espace, oui. Dès l'instant où une civilisation est en capacité de pouvoir créer des vaisseaux et de pouvoir passer d'une planète à l'autre, mécaniquement, la galaxie, enfin en tout cas notre galaxie est censée se coloniser peu à peu. Donc on est quand même censé avoir des traces, en théorie. Il y a certains scientifiques qui partent du principe que si on ne voit pas de traces, c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur la question. Il y a d'autres réponses au paradoxe de Fermi. Voilà. La réponse évidente, c'est celle que j'ai donnée, c'est qu'il y a peut-être une ou deux civilisations dans une galaxie donnée, elles sont trop loin, décalées dans le temps, donc c'est normal. Voilà. Il y a une autre réponse, elles sont peut-être beaucoup plus nombreuses que ça, mais c'est des réponses plutôt d'ordre sociologique ou autre. Pourquoi une civilisation technologiquement avancée, qui construit des vaisseaux spatiaux, aurait forcément envie de coloniser l'espace? Ouais. Une autre réponse, ils visitent des planètes, mais ils se rendent très, très discrets pour ne pas perturber l'évolution. Ça, c'est parce que j'ai lu énormément de livres de science-fiction, donc tous ces thèmes ont été abordés dans différents livres de science-fiction. Donc voilà, ils sont parmi nous, mais ils ne se montrent pas pour ne pas perturber l'histoire, une surveille, ce genre de choses. Hein. Donc il y a quantité effectivement de phénomènes. Et alors après, il y a des calculs qui avaient été faits par les adeptes de toute cette histoire de civilisation avancée, partant de l'hypothèse où dès qu'une civilisation est suffisamment technologiquement avancée pour construire des vaisseaux spatiaux, elle a le désir de coloniser l'espace. C'est encore une fois une transposition de l'histoire humaine, mais bien. Voilà. Et donc on fait un calcul de propagation. Imaginons, alors même si c'est long d'aller, même s'il faut plusieurs siècles dans les moyens actuels, hein, on ne les a pas encore, mais imaginons un peu plus d'avancement technologique, on se dit, on va arriver à aller sur Proxima du Centaure, on pense que peut-être un système de planètes autour, dans l'étoile la plus proche, hein, qui a 4 années-lumière, on va y aller en quelques siècles. Hein. Bon, voilà. Donc il y a une première vague de colonisation. On va coloniser le système le plus proche.
Après, on s'établit là pendant quelques milliers d'années, hein, il y a le temps de là. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a envie de repartir. Et de planche en planche, on va aller prendre. Et donc, on peut faire un calcul de propagation. Et le calcul de propagation a montré suggère s'il y a effectivement ce désir constamment d'aller coloniser, on reste un certain temps, on s'installe, puis on repart, etc. En 50 millions d'années, c'est beaucoup par rapport à nous, mais à l'échelle de l'univers, c'est rien. On colonise, une civilisation avancée colonise l'ensemble de la galaxie. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ou alors on ne voit rien. Oui. Comme je dis, ils sont cachés. Ouais. Il y a même un scientifique qui partait du principe que peut-être que le fond du problème, c'est le voyage interstellaire qui serait peut-être infiniment plus compliqué que ce qu'on s'imagine. Le fait bien entendu, oui, mais le voyage interstellaire pose des problèmes qui, pour l'instant, toujours on répète, ça fait rêver être la science-fiction, mais ça pose des problèmes absolument, pour l'instant, qui semblent insurmontables. À la fois des problèmes purement techniques, mécaniques, de propulsion, de vitesse, etc. Voilà. Et puis après, également des problèmes également de psychologie pour des éventuels êtres qui ressemblent aux êtres humains ou pas, enfin des aliens pour survivre à des voyages extraordinairement longs. Rappelons quand même la difficulté essentielle du voyage interstellaire, ce sont les distances phénoménales qui séparent les étoiles entre elles, et les modes de propulsion, en tout cas que nous connaissons nous, qui restent incroyablement inférieurs à la vitesse de la lumière. Voilà. Et même si on peut envisager dans le futur des modes de propulsion qui deviendraient beaucoup plus efficaces et qui permettraient d'approcher relativement la vitesse de la lumière, les voyages, malgré tout, les distances entre étoiles se mesurant en dizaines d'années-lumière, les voyages dureraient déjà plusieurs siècles, même à ces vitesses-là. Donc c'est un problème effectivement absolument énorme, à moins que, alors ça fait aussi partie d'hypothèses pas si récentes que ça, qui remontent à une cinquantaine d'années, à moins que l'on découvre ce qu'on appelle des raccourcis de l'espace, qui seraient des distorsions spatio-temporelles, qu'on appelle des trous de verre, et qui permettraient effectivement de voyager d'un bout à l'autre de l'univers en empruntant ces raccourcis spatio-temporels, sans dépasser la vitesse de la lumière, qui reste effectivement localement interdite par les lois de la relativité, mais trouver simplement un raccourci spatio-temporel qui serait offert par ces trous de verre, qui sont amplement utilisés dans la science-fiction, mais qui ne sont pas des créations fantasmatiques, puisque les trous de verre sont une prédiction théorique de la relativité générale. Et initialement, les premiers trous de verre ont été imaginés théoriquement dans le cadre de la formation des trous noirs. Donc on avait un trou noir, un puits gravitationnel de l'espace-temps. Il y a deux options, soit le fond du trou noir il est bouché, il y a un nœud qu'on appelle une singularité mathématique, un point où tout s'écrase, donc tout ce qui tombe dans le trou noir reste piégé. Maintenant, il y a d'autres solutions théoriques sur le papier où il n'y a pas de singularité dans le trou noir, ou alors il y a des singularités d'un type un peu spécial que l'on peut éviter. Il y a des trajectoires qui peuvent ressortir, traverser le trou noir, donc emprunter ce qu'on a appelé donc un trou de verre et ressortir ailleurs dans l'espace et dans le temps en utilisant un raccourci, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B, d'ici par exemple une étoile lointaine, dans l'espace normal, ça nous est quasiment interdit à cause de ces durées, de ces distances, mais un trou de verre traversable permettrait de le faire à une échelle humaine. Alors évidemment, ça a fait rêver les écrivains de science-fiction. Dès les années 1960, les premiers trous de verre ont été théorisés à la fin des années 1960. Il y a un ou deux articles de vulgarisation qui sortent dans les revues. Arthur C. Clarke, un grand écrivain de science-fiction qui suit de très près les développements de la science de son temps, il a l'idée donc d'un scénario extraordinaire, donc il va écrire le scénario de 2001 de cet espace, et il fait intervenir ce qu'on appelle en fait des portes des étoiles à l'époque, avant de les appeler des trous de verre. Là. Et donc, alors après, tous les amateurs de séries de films de science-fiction connaissent évidemment après, ont vu tous ces films, il y a ces portes des étoiles, on va plonger dans un trou noir et on va
utiliser un trou de verre. Problème, alors, c'est une question justement que j'aborde dans un autre de mes ouvrages à paraître, qui s'appelle Voyager dans un trou noir avec Interstellar, puisque Interstellar, c'est aujourd'hui le film un petit peu après 2001 de l'espace, c'est aussi un film tout à fait extraordinaire qui soulève énormément de questions sur les mystères de l'univers et qui utilise abondamment justement les lois de la relativité générale, et même parfois même extrapolées un petit peu à l'extrême, pour imaginer effectivement un scénario dans lequel il y a l'humanité qui est en danger, qui va chercher les moyens d'échapper à la Terre moribonde et aller trouver d'autres mondes colonisables ailleurs, mais dans d'autres galaxies. Et pour y aller, ils vont utiliser un trou de verre. Voilà. Alors, sauf que maintenant, quand on regarde les choses de près, et c'est ce que je fais dans ce livre, c'est que les trous de verre traversables, ils ne sont pas naturels. C'est-à-dire, théoriquement, un trou de verre, ça se forme donc, a priori, par les fondements gravitationnels, un trou noir, vous formez un trou noir, puis vous avez peut-être un trou de verre au centre. Le problème, c'est que il n'est pas traversable. Pourquoi? Parce que dès que vous pénétrez dans le trou de verre, vous perturbez. Voilà, le trou de verre s'effondre parce qu'il est gravitationnellement instable. Imaginez une seule particule élémentaire, je ne parle même pas d'un vaisseau spatial, une seule particule élémentaire qui tombe dans un trou noir, elle acquiert une vitesse attendant vers la vitesse de la lumière, donc elle crée l'équivalent d'une masse énergie qui modifie le champ de gravité et qui le déstabilise. Donc un trou de verre naturel, admettant qu'ils existent, parce qu'ils existent sur le papier, mais même admettant qu'ils puissent se former, il est fondamentalement instable, donc il suffit de rentrer dedans pour le boucher. Donc ils ne sont pas traversables. Alors c'est une découverte théorique aussi, des années 70, qui est un petit peu désolante, mais comme les physiciens théoriciens ne sont jamais à court d'imagination, certains, et notamment mon collègue Kip Thorne, prix Nobel de physique pour les ondes gravitationnelles, conseiller scientifique de film Interstellar, avec lequel j'ai interagi par courrier électronique à l'époque, effectivement, de la sortie du film, lui, en fait, il avait fait des calculs pour éviter ce problème, effectivement, d'instabilité des trous de verre naturels. Il en développé un avec des collaborateurs, puis d'autres s'y sont mis, sur l'hypothèse de trous de verre qui seraient traversables, mais qui ne seraient donc plus associés à des trous noirs. Et alors, comment les fabriquer? Artificiellement. Alors, ceux qui ont vu et se souviennent du film Interstellar, dans le scénario, il y a un trou de verre artificiel au niveau de l'orbite de Saturne, qui est donc un trou de verre traversable. Ce n'est évidemment pas un trou noir, le trou noir dans le système solaire, et il ne peut être qu'artificiel. Et après, on comprendra dans le film que c'est un trou de verre artificiel qui a été construit par l'humanité du futur pour permettre aux ancêtres de traverser ces choses-là. Donc ça soulève un tas de questions absolument fascinantes. Les trous de verre, ça fait beaucoup rêver. Pour l'instant, en tant qu'amateur de science-fiction, je trouve ça fascinant. En tant que maintenant qu'astrophysicien un peu plus réaliste, pour l'instant, malheureusement, la théorie se heurte à d'énormes difficultés. Et même s'il y avait trou de verre traversable, alors comment faire un trou de verre artificiel? D'abord, il faut des énergies phénoménales. On ne pourrait le créer qu'à l'échelle d'abord microscopique. Comme tout ça a été imaginé. Je veux dire, on peut toujours faire des calculs sur le papier, vous savez. On crée, même si on ne saurait pas encore le faire, une sorte de micro-trou de verre. Et puis on le fait grossir, et en injectant dedans des formes d'énergie théoriquement possibles, ce sont des formes d'énergie qu'on appelle des énergies négatives, répulsives, qui repousseraient les parois du trou de verre qui auraient tendance à s'effondrer. Et c'est comme ça qu'on pourrait effectivement... Donc il y a des scénarios qui ont été imaginés de cette manière. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien qui arrive à sa fin. En tout cas, pour la sortie de 2 livres, on va les mettre tous les deux en description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Merci.